C'est encore moi qui viens vous visiter, mon très cher ami. Je sens déjà tellement le vide que fait votre absence, et je souffre tant de ne plus vous apercevoir que je veux profiter le plus possible de la belle liberté que je possède encore de vous écrire. À chaque instant, je tressaille sur la route, au bruit d'une voiture, avec le fol espoir de vous voir encore. Le frôlement d'une bicyclette sous ma fenêtre me fait battre le cœur, et vous jugez de ma déception. Quand je vois Grillon à votre place, je serais presque heureuse de partir, tant j'ai peur de me trahir. Et pourtant, comme je vous le disais hier, je ne quitterai pas sans souffrance ce pays si plein de souvenirs. Mon ami bien cher, je suis découragée à nouveau depuis hier soir, à cause de ma sœur. Elle m'a parlé de sa vie de cet hiver qu'elle veut très sérieuse et toute nouvelle. Elle doit d'abord soigner les malades pendant plusieurs mois à un dispensaire de la Croix-Rouge. Ensuite, si elle n'a pas la vocation religieuse, elle se mettra à travailler afin de se créer une vie indépendante. Je l'ai laissée parler jusque-là, puis je lui ai demandé si elle comptait, tout en vivant de son travail dont elle n'a pas besoin, s'éloigner de maman. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de rester toujours auprès d'elle, et que d'ailleurs, je suffirais à la maison, et que je serais l'ange du foyer. Mon ami bien-aimé, ces mots m'ont plongé dans une bien cruelle angoisse. Ma sœur parlait-elle sérieusement ou s'agissait-il d'une ruse pour me faire sous le coup? Mais moi je veux m'éloigner pour suivre celui que j'aime, et ce sera à toi de rester auprès de maman. Toi qui ne comprends pas la vie ailleurs qu'à Paris, toi qui as besoin du monde. J'ai pensé tout cela, mais je n'en ai rien exprimé. Je me suis hâtée d'éteindre la lumière, afin que Geneviève ne puisse rien lire sur mon visage, et elle s'est endormie tranquillement, sans songer qu'elle venait de me faire bien mal. Je dois vous dire, mon ami bien cher, que ma sœur étant très intelligente, s'imagine ne jamais trouver celui qui saura la comprendre, l'apprécier, et lui donner toutes les satisfactions d'un esprit supérieur. De plus, malgré sa très faible dot, elle n'a pas des goûts assez simples. Elle a donc décidé d'attendre la perle rare, et tout en l'attendant de vivre très indépendant. Moi, mon cher fiancé, je vous l'ai déjà dit, je vis surtout par le cœur, et c'est ce qui me fait craindre votre intelligence que je ne pourrai pas contenter. Vous souvenez-vous m'avoir dit que vous ne pourriez pas me rendre assez heureuse? Eh bien, c'est à moi qu'il faut laisser cette crainte, et non à vous. Lorsque j'étais enfant, je pleurais quelquefois de dépit en constatant la lenteur de mon esprit. Maintenant, j'ai appris à remercier le bon Dieu de m'avoir donné l'occasion de m'humilier et d'être humiliée. C'est cette religieuse que j'aime tant et que j'appelle ma mère spirituelle qui m'a donné toute ma piété, mais que je suis loin de celle qu'elle me désire et de la perfection qu'elle aimerait voir en moi. Vous me croyez douce, mon ami. Détrompez-vous. J'ai un caractère détestable que ma sœur qualifie souvent de chien hargneux. Je manque de complaisance, de charité et que sais-je encore. Mais tout au fond de moi-même, il y a pourtant de la bonté. Et je déplore et regrette sincèrement mon vilain caractère. Vous voyez que j'aurai à travailler sur moi-même, mon bien cher ami. Et je suis loin d'être telle que vous me voyez. Ma grande amie, la religieuse dont je vous parlais tout à l'heure, me conseille souvent la douceur et la patience dans mes rapports avec ma sœur et l'obéissance respectueuse avec maman. Je lui écris 2 ou 3 fois par mois. Elle est à Madrid et elle me répond toujours régulièrement une lettre chaque mois. Elle a une grande bonté d'âme, beaucoup de simplicité et de franchise, et ses idées sont larges, malgré sa vie en communauté. Aussi comprend-elle très bien tout ce que je lui dis et excuse un peu mes idées noires ou mes gaietés subites, tandis que ma pauvre chère maman ne comprend pas la jeunesse. Quand je ris trop, c'est que je suis folle. Quand je suis triste, c'est que je suis ingrate et sans affection pour elle. Elle était l'aînée de 12 et aidait dans une ferme sa mère à élever ses frères et sœurs. Je crois donc qu'elle n'a jamais connu la vraie jeunesse. Aussitôt mariée, elle a eu des ennuis, et plus que des ennuis avec ma grand-mère et sa fille qui vivait avec papa et maman. La sœur de papa habite toujours avec nous d'ailleurs, et elle est une cause de dissension et de désunion. Elle a son caractère dur et autoritaire, et voudrait être plus maîtresse chez nous que maman. Maintenant j'ai mon frère qui a 29 ans, mais qui n'est pas encore civilisé. Il vaut mieux ne pas en parler, je vous dirai seulement qu'il fait la désolation de papa, et qu'il ne ressemble à aucun de nous. Voilà ma famille,
Mon très cher ami, je ne vous présenterai pas tous les oncles et tantes, cousins et cousines que je possède. J'en aurai pour plusieurs jours. Nous en avons beaucoup à Paris et beaucoup aussi en province. Mais je les quitterai bien tous pour vivre avec vous. Parce que je vous aime, mon ami, mon bien cher fiancé, comme je n'ai jamais aimé personne. Si vous saviez comme il m'est pénible de monter dans la voiture de Ninette avec un autre que vous. Hier, j'ai dû aller à Douvaine avec notre ami Arguêtre. C'était un supplice pour moi que de lui adresser la parole. Oui, cela ne se renouvellera pas puisque monsieur l'abbé Lesage a besoin du petit attelage pour toute la journée. J'irai toute seule poster cette lettre en me promenant et en pensant à vous tout le long du chemin. Tous sont à Saint-Lergue aujourd'hui, excepté papa, maman, Augustin et sa mère. J'ai pu m'échapper un instant, mais on ne tardera pas, je crois, à me demander ce que je fais toute seule dans ma chambre. Suis-je bien seule, mon ami? Non, je suis avec vous, et je crois encore sentir ma main dans la vôtre et mon bras appuyé contre vous. Lorsque j'étais ainsi à vos côtés, j'oubliais un peu la souffrance de la séparation, et j'aurais voulu rester des heures interminables dans cette douceur, dans cet apaisement. Et vous, mon ami, étiez-vous aussi heureux que moi, et vous reste-t-il une fois souvenir de ces chers moments où le bon Dieu nous a rapprochés pour nous séparer ensuite douloureusement, mais nous réunir plus tard si nous savons bien le lui demander. Je crois que vous m'aimez, mais j'ai peur du temps que vous-même m'avez fait craindre. Ce serait si affreux si vous alliez ne plus m'aimer. Hier, j'ai causé un instant avec votre bon et franc Jules. Il a un visage honnête et franc qui attire la sympathie. Comme il aime ses bêtes, et comme il doit vous être précieux. Il a grondé Vallée qui ne soigne pas bien ses moutons. Puis, il m'a parlé des champs et de son pays, qu'il aime beaucoup. J'ai pris plaisir à l'entendre, mais j'aurais voulu surtout l'entendre parler de vous. Hier soir, je suis allée en voiture chercher papa à Hermance. Il avait passé l'après-midi à faire des courses dans Genève avec Joseph et Geneviève. Au-dessus de la montagne, après le coucher du soleil, le ciel était devenu d'une teinte ravissante, d'un orange très doux qui se reflétait dans le lac. Légèrement agité, c'était si joli que je suis restée en extase. Mais la tristesse m'a voilé les yeux. J'aurais tant aimé admirer avec vous. Je bavarde toujours, oubliant tout le monde dès que je suis avec vous. Et voilà qu'on se charge de me rappeler à la réalité. Est-ce la dernière fois que je vous écris? Je ne le crois pas. Je ne verrai pas mon directeur immédiatement après mon retour, parce qu'il ne sera pas revenu de vacances. Je ne sais pas si je fais mal en vous écrivant. Je sens seulement mon bonheur de causer avec vous, et mon chagrin de ne plus le faire. Mon souvenir à votre ami, monsieur Moreau, je ne peux pas dire mon meilleur souvenir, puisque le meilleur est pour vous, mon très cher fiancé, le meilleur de mon affection, le meilleur de moi-même est à vous. Votre petite joie germaine.